Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Pour cette 69e vidéo de mon challenge crypto, je vous propose de parler de l'USDT, qui est un stablecoin. On va voir ce que c'est dans la vidéo, et il est backé par la société Tether. Alors quand je dis backé, en fait, il a été développé. Donc au niveau du sommaire, on aura comme d'habitude une présentation du projet, de ce que c'est, quelle est la technologie derrière, en tout cas qu'est-ce qu'on peut dire d'un point de vue tech, quelle est la tokenomique, quelles sont globalement les forces et les faiblesses de ce projet-là, et on ira voir graphiquement à quoi ça ressemble. Même si c'est un stablecoin, il y a quelques éléments qui sont sympas à voir pour comprendre quelques petites choses. On est parti du coup avec la présentation, et en une phrase, eh bien USDT c'est le premier stablecoin par la capitalisation. En effet, il est en troisième position par la capitalisation, ça veut dire que euh, la quantité en fait de tokens USDT fois son prix, ça représente le troisième plus gros volume de capitalisation de tout l'univers crypto. Donc c'est 67 milliards de dollars derrière Bitcoin et Ethereum. Vous voyez que les volumes en 24 heures c'est 37 milliards, donc approximativement la moitié. Plus de la moitié, un peu plus de la moitié. Donc vous voyez que les échanges sont énormes et c'est normal, il y a beaucoup d'échanges qui se font en USDT. Et le cours est bien évidemment de 1 dollar, et ce qu'on veut c'est qu'il reste toujours à 1 dollar. L'idée du coup c'était quoi? C'est de créer une monnaie, donc une crypto-monnaie bien évidemment, qui soit adossée au dollar en permanence. On ira voir comment est-ce que c'est censé se faire dans la partie technologie. Donc ça a été fondé en 2014. Derrière, on a en fait l'entreprise Tether. Notez que dans un premier temps, ça s'appelait Realcoin. Et les points qui sont importants sont ceux-ci. D'abord, il y a plusieurs entreprises. Il y a en fait des filiales. Donc on a Tether Limited, qui est la première, qui est à Hong Kong. Mais on a aussi différentes, j'ai envie de dire filiales, comme par exemple Tether Holding, qui est aux îles Vierges britanniques. Et en fait, dans le groupe Tether, on a une association importante avec un échangeur qui s'appelle Bitfinex, et derrière, en fait, c'est l'associé eFinex Inc., qui elle était aussi basée à Hong Kong. Donc en fait, c'est une entreprise qui est basée à la fois à Hong Kong et dans les îles Vierges britanniques, selon les filiales. Notez que les îles Vierges britanniques, c'est presque un paradis fiscal. En fait, c'est dans la zone grise des paradis fiscaux, donc potentiellement des conditions fiscales bien avantageuses. Notez que les comptes bancaires ne sont ni, en tout cas ceux qui sont connus, ne sont ni répertoriés à Hong Kong ni aux îles Vierges, mais ils sont aux Bahamas. Ça vous rappellera peut-être célèbre échangeur crypto qui s'est effondré au mois de novembre de l'année dernière. Voilà, j'en dis pas plus. Évidemment, on n'a pas d'ICO, et on va passer tout de suite à la partie tech. Donc, on est parti. Au niveau de la tech, l'idée, c'est que pour chaque USDT, donc chaque crypto euh, de Tether, chaque USDT, chaque crypto dollar, du coup, j'entends, parce qu'en fait, il y en a aussi pour l'euro et pour les autres monnaies. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'USDT. Donc, pour chaque USDT, l'entreprise Tether nous dit qu'elle va garder 1 dollar dans ses coffres. Et que du coup, si on veut récupérer ces dollars et lui rendre un jeton Tether, elle va nous rendre 1 dollar et elle va burn le Tether qu'on lui aura rendu. Ça, c'est la théorie, c'est l'idée. Sauf que ça s'est jamais vraiment passé comme ça a priori. Depuis 2019, l'entreprise montre un peu plus de transparence, et on peut voir sur son site la répartition en fait de ses fonds. Et je vous ai encadré en rouge là dans Reserve Breakdown, hein, ça vient directement du fonds Tether. J'ai pris, enfin du site Tether, j'ai pris cette photo, donc cette impression d'écran, je l'ai faite aujourd'hui, donc vous pouvez aller vérifier vous-même. Et vous voyez qu'en fait, en rouge, la composition réelle des réserves de Tether, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend, parce qu'en fait, le cash réel, c'est 10%. D'accord? Donc, dans l'idée, quand vous déposez un Tether, eux, ils n'ont pas un Tether en réserve, ils ont 0,1 Tether, et ils ont du coup 0,9, 99% du reste, qui est autre chose. Donc on le voit, il y a divers investissements qui ne sont pas forcément spécifiés. On a des prêts, on a des obligations d'entreprise. En gros, en fait, Tether, ils ont un petit peu un portefeuille de fonds d'investissement, si vous voulez, avec des trucs plus ou moins risqués, euh, un peu de tout. Donc c'est pas vraiment ce qu'on attend. Moi, vous voyez, je trouve que c'est pas vraiment la proposition vendue, et je comprends hein, qu'ils doivent faire de l'argent, hein, ça paraît être une évidence, mais ils s'adossent du coup à d'autres entités ou à d'autres types d'actifs, et donc il y a des risques. Donc ça peut être des risques de taux, ça peut être des risques euh, de contrepartie, ça peut être différentes choses selon le type d'investissement auquel ils sont baqués. On va pas détailler ça là, juste vous voyez que ce qu'on nous dit
le 1 $ pour un Tether, enfin pour un USDT, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est 10% de cette valeur-là. Donc, attention. Maintenant, la réalité, c'est que ça, c'est comme ça depuis longtemps, que Tether reste le premier stablecoin. Mais voilà, je vous mets comme un warning là-dessus. C'est important. Sachez que quand vous lisez un USDT égale 1 $ en cash, eh ben, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, il y a plein d'autres trucs qui ne sont pas du cash et qui sont potentiellement plus volatiles, potentiellement plus risqués, qui peuvent faire du coup donner tort à Tether et surtout lui faire perdre en valeur si tout le monde venait en fait retirer leur argent, parce qu'en fait le risque il est là, hein, c'est que tout le monde va retirer leurs USDT, donc tout le monde va avoir Tether avec ses petits tokens USDT et lui disent bah voilà, moi je veux des dollars. Et là en fait ce qui va se passer c'est que Tether ne pourra pas rembourser, parce qu'ils n'auront pas en fait le cash, ils pourront rembourser que 10%. Après ils pourront peut-être vendre certains de leurs actifs, ou peut-être pas, on ne sait pas quels sont leurs engagements, on ne sait pas quelle valeur leurs actifs auront à ce moment-là. Et donc on part évidemment du principe, comme pour les banques, hein, que cette situation ne se présente pas, mais si elle devait se présenter, c'est la banqueroute. Hein. Là, en l'état actuel des choses, tout le monde va chercher du Tether, c'est pas possible, ça ne marche pas, le cours s'effondre, et certainement les cryptos avec. Bien évidemment, on espère que ça n'arrive pas et que ça n'arrive jamais, mais voilà, vous êtes informés de cette réalité au vu des chiffres qu'on a sous les yeux. On va maintenant parler de la tokenomique. Vous vous en doutez, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein, vu qu'il n'y a pas eu d'ICO, il n'y a pas de répartition particulière. On va juste parler en fait de la supply total qui est d'actuellement 67 milliards de dollars, mais qui évolue en permanence en fonction du coup des achats et ventes du SDT. Donc l'utilité est toute simple, hein, c'est d'avoir un actif qui est stable par rapport au dollar. C'était vraiment ça, et donc c'est très très bien. Le problème c'est que dans la pratique, l'équivalent n'est pas respecté comme on l'a vu. En tout cas, il n'est pas respecté en cash. Il n'est donc pas forcément ce qu'on espère qu'il soit. Les choses qui sont intéressantes à noter, c'est que je vous ai parlé en début de vidéo du fait que là on parlait de l'USDT, et qui est du coup le Tether USD, donc pour le dollar, mais il y en a aussi un pour l'euro, il y en a pour différentes monnaies, il y en a également pour différentes blockchains. Je m'explique, le Tether que vous avez sur la chaîne Ethereum n'est pas forcément le Tether que vous avez sur la chaîne Binance, sur la Binance Chain, qui n'est pas forcément le même que vous avez sur d'autres chaînes, j'en sais rien, Cosmos, Solana, ce que vous voulez. Là où il y a des USDT, la blockchain sur laquelle ils sont est importante et vous ne pouvez pas forcément faire des transferts de ces USDT entre eux, même si théoriquement ils ont la même valeur en fait du fait de leur encodage. C'est pas enfin, il y a une petite différence technique qui fait que vous devez faire une conversion en fait. Voilà. Voilà, donc je voulais juste bridger, hein, la réalité est là. Vous devrez bridger un USDT d'Ethereum pour un USDT de la Binance Smart Chain si vous souhaitez le faire par exemple. Au niveau du coup de la pratique rémunératrice, ah oui, ça c'est un point que je voulais noter, c'est que, c'est d'ailleurs ce qu'on vient voir graphiquement, il y a un arbitrage qui se fait lorsque le dépeg de l'USDT a lieu. Je m'explique. Il arrive que l'USDT perde en valeur, d'accord, qu'il ne vaille plus 1 $ mais qu'il vaille 0,98 par exemple, 0,99. On a même observé des cas, on ira voir sur le graphique, à 0,95. L'idée, c'est qu'en fait les gens savent que ça va remonter à 1 $ ou l'anticipent, parce qu'on ne peut pas être complètement certain, mais ils l'anticipent, et donc ils achètent en masse à ce cours-là, à 0,95, et pour savoir qu'ils vont le revendre à 1 $ dans peu de temps. Ça permet de faire des bénéfices très très facilement. Et c'est aussi ça qui permet du coup de remettre à niveau le Tether, parce qu'en fait le dépeg ne va pas durer longtemps du fait de cet arbitrage. Et c'est une technique qui est assez intéressante, on en parlera juste après. Au niveau du coup globalement des forces et des faiblesses, on peut dire que le Tether c'est quand même le premier stablecoin par la capitalisation. Donc même s'ils n'ont que 10% des réserves, ils ont quand même beaucoup de liquidités, c'est possible de l'échanger à peu près partout, et globalement le marché lui fait encore confiance, malgré ce qu'on peut dire. Il y a eu plein de FUD depuis longtemps, vous pouvez voir des articles d'il y a 1 an, il y a plus que ça, où on nous dit oh là là, la catastrophe, le Tether, nanana. En gros, ce que je viens de vous dire là, hein, les arguments que je vous ai avancés, qui sont réels, mais qui manifestement n'impactent pas tant que ça le marché, en tout cas pas pour le moment. Notez qu'il est présent quand même depuis 2014, donc l'air de rien, bah, ça fait presque 10 ans, hein, ça en fait 9, et il tient. Donc voilà, on peut supposer que ça va continuer. Moi personnellement, je ferai quand même attention, mais voilà. Globalement, on aurait besoin de plus de transparence encore sur quels sont les actifs sur lesquels ils sont backés, comment ils sont exposés, quelles sont les durées, enfin, des éléments pour rassurer, mais bon, tant que les gens restent, a priori, il n'y a pas besoin de les rassurer plus que ça. Je lis à droite à gauche qu'il n'y a pas forcément d'audit. Si on va sur leur site, il y en a des audits.
Il y en a par contre par plusieurs entreprises. Les derniers se font par BDO, mais avant on a eu MH Cayman, on a eu Moore avant, et les premiers c'était Deltec. Alors c'était il y a quand même pas très longtemps, hein, je pense que dans les 5-6 premières années, ils n'ont pas dû en faire beaucoup des audits, mais voilà. À noter que Deltec avait des participations en terre à un moment, donc peut-être un conflit d'intérêts, je ne sais pas, je m'avance peut-être. Et au niveau des points plus négatifs, du coup, on ne sait pas combien ils ont de cash exactement. C'est-à-dire que ça, les chiffres qu'on a vus, c'est les chiffres qui nous avancent. On ne peut pas aller vérifier dans les coffres de terre s'ils ont réellement ça. Donc ça, c'est quantité de cash. Donc ça, c'est quand même un point qui est un peu négatif, hein. Je compare par exemple avec, on avait parlé de Pax Gold. Pax Gold, pour rappel, c'était une entité qui se proposait de garder dans les coffres de l'or et qui émettait des tokens backés du coup par cette valeur-là. Et il est possible en fait de se rendre dans les coffres, donc c'est en Grande-Bretagne, de se rendre dans les coffres de la banque, enfin en question, et d'aller vérifier qu'il y a bien l'or et de retirer l'or contre un token. Et a priori, il y a des gens qui le font, et ça fonctionne. Vous voyez, donc on n'est pas à ce niveau de transparence, ce serait pas mal d'y arriver. Au niveau de l'entreprise, sachez qu'il y a des suspicions, ou il y a eu des suspicions de manipulation du cours de BTC, pardon, en partenariat avec Bitfinex, parce que du coup il y a un gros lien entre Bitfinex et Tether. Ici on n'en a pas trop parlé. Bitfinex du coup c'est un gros échangeur centralisé, et donc ils ont des participations dans Tether, et ils ont un lien très fort. Apparemment ils fonctionnent de concert sur un certain nombre de choses, et ils ont été suspectés de manipuler le cours du BTC, donc potentiellement le faire dump, le faire repump après, ce genre de choses, et c'est ce qu'on peut faire quand on a beaucoup d'argent, on le sait, hein, les cours sont manipulés par les baleines, en tout cas sur certaines valeurs et à certains moments, c'est des choses qui arrivent, donc voilà, il faut faire avec, mais notez quand même ce point-là qui est quand même désagréable. Au niveau des risques, c'est quand même notable, c'est important, et en plus, sachez qu'il figure dans le white paper de Tether, ils le mettent en avant, voilà, ils mettent ces 4 risques-là, qui sont à mon sens tout à fait réels. Premier, c'est celui de banqueroute, ou de bankruptcy, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que tout le monde, tous les possesseurs de Tether viennent voir l'entreprise, enfin tous les possesseurs du TT viennent voir l'entreprise et du coup cherchent à retirer leurs fonds. Si tout le monde le fait en même temps, c'est la banqueroute, hein, parce que ce ne sera pas possible de rembourser tout le monde. Il va se passer exactement ce qu'on a vu avec FTX, hein, donc les comptes qui ne peuvent pas être rendus tout simplement. L'insolvabilité, donc c'est à peu près la même chose, hein. Là, l'insolvabilité en réalité c'est plutôt ne pas être capable de faire face à ses dettes. Donc je ne crois pas qu'on connaisse les dettes de Tether, en tout cas je n'ai rien vu dans ce sens-là, mais ça veut dire que Tether ne pourrait pas rembourser ses créanciers, c'est ça l'insolvabilité. Donc est-ce que les créanciers, ce sont d'autres entreprises auprès desquelles Tether sont engagés, ou c'est simplement la conséquence de la banqueroute, c'est-à-dire elle ne pourrait pas rembourser, entre guillemets, euh, rendre des dollars contre les tokens que les utilisateurs ont pris. Donc ça, ce serait donc la conséquence de la banqueroute. À voir comment ils expliquent insolvabilité, mais voilà, dans les deux cas, c'est pas forcément rassurant et c'est un risque qui est possible. Le gel des fonds, sachez qu'ils se donnent le droit de geler les fonds en USDT, hein, donc ça veut dire qu'ils peuvent dire, bah voilà, vos USDT à l'heure actuelle sont bloqués, vous ne pouvez pas vous en servir. Sachez-le, ils ont le droit et ils ont la possibilité de le faire. Donc ça, c'est quand même un point qui est pas négligeable du tout, c'est même très important. Et la dernière chose, et c'est eux qui le disent, l'exit scam, c'est-à-dire le rug pull, c'est-à-dire en fait qu'ils partent avec la caisse, hein. Ils ont de l'argent, ils peuvent physiquement se tirer avec. C'est ça l'idée. Bon, on suppose que ça va pas se produire, mais voilà, c'est ça l'idée. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont un compte aux Bahamas, comme FTX du coup, et donc ça, bah, pas que ce soit un problème en soi, mais ça veut dire qu'au niveau de la transparence, on n'y est pas, et que l'expérience récente donne pas envie de faire confiance à cette configuration-là. Pour rester flou, et voilà, je vous laisse vous renseigner si ça vous intéresse. Et sinon, le point qui tout simplement donne pas envie d'avoir du Tether, c'est qu'ils ne respectent pas leur proposition de valeur. C'est-à-dire que leur proposition de valeur, et même si on va sur leur site maintenant, il y a écrit, pour chaque dollar que vous nous confiez, on vous donne un USDT. Et pour chaque USDT qu'on vous donne, on garde ce dollar en coffre. Vous pouvez venir le chercher à tout moment, et vous n'aurez pas de problème. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que 90% de ce dollar sert à d'autres choses, à de financement d'entreprises, à des dettes obligataires, etc., comme on l'a vu. Et donc, de par cette imposture, entre guillemets, je pense qu'il est judicieux de diversifier ces stablecoins, et on fera d'ailleurs d'autres vidéos sur un maximum d'autres stablecoins pour voir ce qui est proposé sur le marché. Maintenant que ça c'est dit, je vous propose d'aller voir le graphique, non pas parce que le cours est intéressant, bien évidemment, c'est le cours le plus ennuyeux du monde, vu qu'il est égal à 1 dollar,
mais pas tout le temps. Vous voyez que là, on a des gros pics, et c'est précisément ça, un DPEG. Un DPEG d'un stablecoin, ici de l'USDT, par rapport au dollar du coup, c'est quand il vaut plus 1 dollar, mais il baisse, ou il monte. Et on voit souvent c'est plutôt à la baisse, et là il est par exemple descendu à 0,94 dollars, 94 centimes, c'était le 9 mai, donc quand Terra a chuté. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en général, là les gens achètent, et ils font un beau profit quand ils revendent ici, parce que je suppose qu'ils peuvent acheter beaucoup, ou alors ils peuvent acheter peut-être, faudrait voir, avec des leviers, je sais pas si ça se fait, j'ai jamais essayé d'acheter avec le levier de l'USDT, mais peut-être que c'est possible, ou peut-être sur une paire du type USDT, USDC, ce genre de choses. Et donc là, vous voyez, bim, 5% quasi certain. Donc quand on a de l'argent quasi certain, ça intéresse beaucoup de gens. Et là, vous voyez que ça n'a pas duré très très longtemps. On va aller en daily pour voir, peut-être sur la time frame la plus proche, celle-ci, ouais, on voit que ça a duré moins d'une journée du coup. Si on se met en 4 heures, ouais, ça a été très très bref, hein. Ça a été très très court. Peut-être qu'il y a des gens qui mettent directement des ordres. Je suis pas un expert de la, de l'arbitrage de l'USDT. Et ouais, on voit que ça a été très rapide, hein. Ça se fait en moins de. Ah si, ça s'est fait en 2 coups du coup. Donc il y a eu 2 heures pendant lesquelles l'USDT du coup est descendu à 0,99. Des gens qui ont acheté, hop, remonté. Et donc ils ont fait 1% de bénéfice, 100% certain, en 2 heures. Donc bah, tant mieux pour eux. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur Tether. Faites attention si c'est le principal stablecoin que vous avez, ce qui me semble être assez cohérent au vu de sa capitalisation. Voilà, ayez conscience que c'est pas forcément le plus safe, loin de là. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.